Bonsoir. Bonsoir, je suis Bruno Jaillet, le vétérinaire et directeur scientifique de MP Labo. J'ai le plaisir de vous recevoir au nom de toute l'équipe pour ce webinaire sur le regard croisé sur la protection oculaire et de profiter de l'expérience et de la vision de trois experts de la problématique. Le premier intervenant sera Laurent Bouana, qui nous présentera tout d'abord son point de vue sur l'œil sec, de l'évaluation à la prise en charge. Comme vous le savez certainement, Laurent exerce dans sa toute nouvelle clinique spécialisée Ophthavet à Paris. Il est spécialiste en ophtalmologie vétérinaire. Nous le connaissons particulièrement bien pour tous ses ouvrages et ses nombreuses conférences. Je vais m'arrêter là dans sa présentation parce que la soirée ne suffirait pas, comme vous l'imaginez bien. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Coutier, qui nous proposera un regard sur l'ophtalmologie humaine et l'intérêt des solutions sans conservateur. Le docteur Sarah Coutier est ophtalmologiste au CHU de Bordeaux. Elle est notamment spécialisée dans la prise en charge du glaucome, qui est une maladie chronique qui nécessite des soins quotidiens au long cours. Et elle est également spécialisée en ophtalmologie pédiatrique. Elle est membre de la Société française d'ophtalmologie et de l'European Glaucoma Society. Et elle est également titulaire de plusieurs DU, un DU d'infection et inflammation oculaire, un DU d'adaptation en lentilles de contact et un DU en neuro-ophtalmologie auprès des facultés de Paris. Ensuite, je vous présenterai les deux nouvelles solutions sans conservateur que MP Labo vous propose pour améliorer le confort oculaire de nos petits compagnons. Enfin, nous céderons la parole au docteur Charles Cassagne, qui est vétérinaire également, qui partagera ses retours d'expérience de l'utilisation des protecteurs oculaires sans conservateur dans sa pratique clinique et nous fera part aussi de l'avis des propriétaires utilisateurs. Charles exerce en activité référée spécialisée en ophtalmologie à la clinique vétérinaire Saint-Augustin à Nice. Il est l'actuel président du groupe d'études en maladies oculaires de la VAC. Mon cher Charles, j'espère que, comme je l'ai fait pour Laurent, tu ne m'en voudras pas de ne pas détailler ta biographie personnelle, qui est assez longue. Quelques précisions pour tout le monde avant de débuter. Les participations vont s'enchaîner les unes à la suite des autres et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions sur le chat, donc qui est sur votre écran tout en haut à droite, à tout moment. Nous consacrerons un petit temps à la fin des présentations pour y répondre. Certaines réponses peut-être arriveront en cours de chat. Vous pourrez recevoir ces conférences en replay et les revoir bien sûr sur le site de Webikeo, que je remercie encore une fois pour son soutien technique. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, une excellente soirée. Je cède la parole d'ores et déjà à Laurent pour son point de vue sur l'œil sec. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver ce soir pour cette session sur l'œil sec. Alors, donc, nous allons commencer par ne pas sécher sur l'œil sec. Ça, je vais partager. Voilà. Donc, tout d'abord, merci à MP Labo qui a organisé cette soirée, cette webconférence. Et je suis particulièrement heureux ce soir de partager la webconférence avec plusieurs conférenciers, et en particulier une personne de santé humaine, c'est vraiment très intéressant. Et Charles Cassagne qui interviendra à la fin. Tout d'abord, quand doit-on suspecter un œil sec? Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'être plutôt pratique, vous donner des trucs et astuces et surtout une conduite à tenir par rapport à un œil sec. Tout d'abord, on me signale que le son n'est pas forcément bon. Est-ce que là, c'est meilleur? Une bérangère? Dites-moi. Le son ne serait pas très bon. Donc, quand suspecte-t-on un œil sec? C'est surtout, le premier signe d'appel, c'est l'œil sale. Dès que vous avez un œil sale en consultation, donc des sécrétions soit muqueuses, soit mucopurulentes, des croûtes, comme vous le voyez ici, chez ce chien. Donc là, vous voyez des sécrétions mucopurulentes, vous voyez des sécrétions sèches sur les paupières. Donc un œil très sale, comme vous le voyez, tout de suite pensez à une insuffisance lacrymale. Ensuite, lors de rougeurs chroniques, comme chez ce chien, vous voyez, on a la présence d'une conjonctivite, avec la rougeur au niveau de la conjonctive. La douleur, souvent lors d'insuffisance lacrymale, le chien
va avoir un blépharospasme, il est gêné, comme nous, lorsqu'on a les yeux un peu secs, hein, on a tendance à avoir les yeux qui piquent, et c'est la même chose chez l'animal. Et aussi un voile cornéen qui est dû à une kératite ou à une opacification de la cornée par de la mélanine. Chez ce chien, on voit qu'on a un voile cornéen, la cornée n'est pas complètement transparente parce qu'on avait une kératite avec des néovaisseaux et une légère fibrose de la cornée qui entraîne ce voile cornéen. Voilà, j'espère que le son est meilleur. La personne n'a pas trop répondu, donc je vais continuer. Les symptômes donc à retenir, hein, les sécrétions muqueuses ou muquopurulentes, sales, la rougeur conjonctivale, les néovaisseaux, la douleur, éventuellement des ulcères cornéens qui peuvent être secondaires à la sécheresse, et la pigmentation mélanique comme chez ce chien. Vous voyez, on a donc un œil très très sale, un écoulement purulent important et une pigmentation mélanique complète. C'est-à-dire que là, c'est un chien qui ne voit plus du fait de sa pigmentation complète secondaire à la sécheresse lacrymale. Quand suspecter une insuffisance lacrymale, eh ben c'est finalement assez simple, hein, on l'a vu avec les symptômes. Et comment la diagnostiquer? La technique, l'examen de base, c'est le test de Schirmer, que vous connaissez tous, que vous utilisez tous. On a la chance d'avoir ce test qui est vraiment très simple à effectuer et qui nous permet de détecter très facilement et de mesurer la quantité de larmes et donc de détecter des PCS assez précocement. Donc, retenons que vous allez placer la bandelette dans le cul-de-sac conjonctival inférieur, comme ici. Voilà. Et vous allez avoir des mesures. Hein. Vous voyez qu'on a ça se mesure en millimètres. Donc, vous avez 5 mm, 10 mm, 15 mm, 1 mm par petit bâtonnet ici de mesure. Et chez le chien, la sécrétion de larmes, le test de Schirmer doit être supérieur à 10 mm. Et on considère que c'est normal. Et c'est 8 chez le chat. Donc, lorsque vous serez inférieur à 10, vous pouvez considérer qu'on est en insuffisance lacrymale ou en tout cas un doute, et chez le chat, inférieur à 8. Voilà, donc là, vous voyez un test de Schirmer normal ici, puisqu'on dépasse 10 là. Voilà, là, vous avez le 10 mm, donc là, on est à 17. Et chez ce chien, on est à 3 mm, donc là, on est en insuffisance lacrymale. Une petite vidéo, je pense que je vais la passer parce que tout le monde sait pratiquer le test de Schirmer. Donc, vous avez votre bandelette, vous recourbez l'extrémité. Je vais vous épargner ceci. Vous placez dans le cul-de-sac conjonctival et vous mesurez la sécrétion. Voilà, je vais passer vite. Je crois que tout le monde sait le faire. Un test un petit peu plus fin, un peu moins pratiqué, mais qui peut être utile dans certaines circonstances, c'est le temps de rupture du film lacrymal. En anglais, break-up time. Ce temps de rupture du film lacrymal doit être supérieur à 15 secondes. Lorsqu'il est inférieur à 15 secondes, c'est qu'il peut y avoir un trouble, un trouble qualitatif des larmes. Donc ici, vous avez une photo où on voit bien ce film lacrymal avec la fluorescéine. Hein, c'est un examen qui se pratique avec une goutte de fluorescéine que vous mettez dans l'œil et la lumière bleue qui fait ressortir le vert de la fluorescéine. Et vous allez avoir au tout début un film homogène et au bout de quelques secondes, vous allez avoir une rupture de ce film que vous voyez ici. Si le temps de rupture est inférieur à 15 secondes, c'est qu'il peut y avoir, il y a a priori une insuffisance qualitative de larmes, c'est-à-dire un trouble qualitatif des larmes. Si votre test dépasse 15 secondes, c'est-à-dire le temps de rupture est supérieur à 15 secondes, c'est que votre chien est a priori normal quant à sa qualité de larmes. Alors, comment on réalise un break-up time? Ça, par contre, je vais vous le montrer en entier en vidéo parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, vous mettez, enfin, c'est pas hyper compliqué, mais vous mettez une goutte de fluorescéine entre les paupières. Vous maintenez les paupières fermées et vous allez écarter. Alors, si possible, vous allez mettre une lumière bleue cobalt face à l'œil du chien et vous allez voir le film lacrymal, donc, qui est bien visible avec la fluorescéine, hein, qui est étalée. Et au bout de quelques secondes, vous allez voir la rupture du film. Et vous allez donc mesurer en combien de temps vous obtenez cette rupture du film lacrymal. OK? Voilà. Et vous allez donc pouvoir savoir si c'est normal ou anormal. Pour les insuffisances lacrymales qualitatives, donc qui sont, je le disais, un peu moins diagnostiquées, c'est souvent sous-diagnostiqué par rapport aux insuffisances quantitatives qui correspondent au KCS classique.
L'insuffisance lacrymale qualitative correspond à un défaut d'une des couches du film lacrymal. Donc, le film lacrymal est composé de 3 couches. La couche la plus interne, qui est la couche mucinique, qui est directement, que vous voyez ici en gris, qui est directement au contact de l'épithélium cornéen, qui est assez fine, couche assez fine. Une couche beaucoup plus épaisse, à peu près 90% de l'épaisseur, qui correspond à une couche aqueuse. Et la couche mucinique, qui est la couche la plus externe et qui évite le débordement des larmes. Les causes de l'insuffisance lacrymale. Je passe vite dessus. C'est vrai que très souvent, les causes sont dysimmunitaires, avec des causes auto-immunes, comme ici. C'est la cause la plus fréquente. Et c'est celle qui justifie l'utilisation d'ailleurs des immunomodulateurs, comme la cyclosporine. Mais on a d'autres causes, et il faut les avoir en tête parce que ça peut être une cause d'échec au traitement que vous allez mettre en place. Donc, on a des causes congénitales, donc des KCS de naissance, donc des jeunes chiens comme ce jeune York. Il y a beaucoup de York qui ont cette affection-là. Souvent, c'est unilatéral, comme chez ce chien, et souvent des chiens donc, de quelques mois. Des maladies générales, beaucoup de maladies endocriniennes, comme l'hypothyroïdie, le diabète, qui provoquent, et c'est connu aussi chez l'homme, des hyposécrétions lacrymales. Des maladies virales, chez le chien, la maladie de Carré, par exemple, comme chez ce chien, qui provoquait donc une insuffisance lacrymale, là encore, une cause bien connue. Et chez le chat, la cause principale d'insuffisance lacrymale, qui est due au virus herpès, comme chez ce chat. Et enfin, des causes iatrogènes qu'il faut connaître, donc l'utilisation de certains médicaments au long cours, comme des sulfamides ou de la salazopyrine, l'atropine en local aussi, qui a tendance à assécher les sécrétions, qui peuvent être des causes d'insuffisance lacrymale et qu'il faut donc avoir en tête. Une autre cause à retenir, c'est toute irritation chronique. On n'y pense pas toujours, mais lorsque vous avez des irritations chroniques, comme chez ce chien, là, on a un entropion qui était présent depuis plusieurs mois chez ce chien charpais. Ça peut être aussi des cils ectopiques, des distichiasis, trichiasis, entropion, tout ce qui frotte sur la cornée, tout ce qui est irritatif à long terme. Même toute conjonctivite chronique peut à terme entraîner une hyposécrétion lacrymale. Et en particulier chez ce chien, vous voyez qu'on avait un test de Schirmer à 2 mm. Donc, chez ce charpais, il fallait traiter l'entropion, la cause, mais aussi traiter l'insuffisance lacrymale avec des substituts de larmes. Des affections qui peuvent mimer des sécheresses oculaires, c'est lors de déficit de fermeture palpébrale. Alors, ça peut être des paralysies palpébrales, comme ici. Donc là, il s'agissait d'une parésie faciale avec absence de fermeture des paupières. Vous voyez que lorsque lorsqu'on touche avec un coton-tige la cornée, la sensation existe du chien, il avait une sensation de recul, mais il ne pouvait pas fermer ses paupières. Donc, il y a une paralysie et donc, logiquement, il y a, de façon logique, un dessèchement de la zone centrale. On parle de lagophthalmie, c'est-à-dire une exposition de la zone centrale de la cornée. Et donc, dans ces cas-là, il va falloir lubrifier, bien sûr, la cornée. Autre cas, les buphtalmies. Donc là, j'ai mis un cas extrême. On a des cas plus discrets, donc de buphtalmie secondaire au glaucome. Donc, c'est l'augmentation du volume du globe qui fait que la cornée se dessèche au centre ou sur toute la surface, comme ici, parce que là, c'est donc un cas assez extrême, assez avancé. Donc, augmentation du volume qui explique cette zone de lagophthalmie au centre de la cornée. Ici, une exophthalmie. Donc là, le volume du globe est normal, mais le globe est poussé vers l'avant, en dehors de l'orbite, par une masse orbitaire. Là, il s'agissait d'une tumeur orbitaire chez un chat âgé. Donc, vous voyez qu'on voit très bien en se plaçant au-dessus de la tête du chat que l'œil est avancé, donc il y a exophthalmie. Le volume est normal, contrairement à ce chat-là. D'accord, il faut bien différencier les deux. Mais on a le même symptôme qui est cette absence de fermeture des paupières au centre et donc un dessèchement qu'il faudra traiter avec des substituts de larmes. Et enfin, un cas assez courant, il faut l'avoir en tête lorsque vous anesthésiez des animaux tous les jours, chien, chat et encore plus chez les nacs, on peut avoir des dessèchements de la cornée par absence de fermeture des paupières lors d'anesthésie. Donc, toujours penser à mettre soit des gels ou des larmes artificielles en prévention de ces kératites, de ces sécheresses lacrymales associées aux anesthésies. Donc ça, nous, depuis longtemps, dès qu'on anesthésie un animal, on place sur l'œil adelphe, pas sur celui qu'on opère, mais sur l'œil adelphe, un gel ou des larmes artificielles pour éviter ce dessèchement lors de l'anesthésie. Alors, on va maintenant
aborder la KCS et son traitement en première intention, le cas classique de KCS dit immunitaire. Là, je vais vous donner un petit peu une recette avec un traitement classique. C'est le nettoyage avec une solution nettoyante pour que l'œil soit bien propre, donc 2-3 fois par jour, car comme je le disais, les yeux secs sont souvent très sales. Le traitement de première intention, c'est la cyclosporine A, donc l'Optimune en pommade, à raison d'un petit grain de riz seulement, pas plus. C'est une pommade qui est assez chère, donc essayons de l'économiser. Normalement, avec un tube, vous pouvez tenir 2 mois. Donc, un petit grain de riz, matin et soir, dans l'œil sec, pendant 6 semaines. On part sur un traitement de 6 semaines. Pourquoi? Parce que les études ont montré que c'était le temps nécessaire pour juger de l'efficacité de ce traitement. C'est à peu près le temps nécessaire pour que la cyclosporine agisse sur la glande lacrymale pour remettre, pour stimuler la glande et avoir l'effet immunomodulateur sur la glande. Donc, on part sur 6 semaines de cyclosporine et un antibiotique de couverture lorsqu'il y a une infection. Et il y en a souvent, une goutte 3 fois par jour, et on part sur 15 jours à 1 mois de traitement. Ça, c'est vraiment le traitement de base à avoir en tête. À cela, vous ajoutez un lubrifiant oculaire des larmes artificielles. C'est assez logique, le temps que la sécrétion de larmes se redevienne normale. Donc, des lubrifiants, vous en avez beaucoup à disposition, soit sous forme de gel, soit sous forme de larmes, de gouttes, pardon, de collyre. On part sur un minimum de 3 fois par jour, ça peut être 3 à 6 fois en fonction des cas, et on part sur 6 semaines. Donc là, vous avez plusieurs traitements et plutôt des carbomères en première intention. Contrôle à 6 semaines. Donc, vous commencez votre traitement, vous faites votre prescription 6 semaines et vous allez contrôler l'animal au bout de 6 semaines. Et là, 2 cas de figure. Soit vous avez une bonne réponse, donc votre schirmer augmente, vous en passez au-dessus de 10, ça veut dire que vous avez eu une très bonne réponse à la cyclosporine. Dans ce cas-là, vous allez continuer, vous allez pouvoir arrêter les larmes artificielles, vous allez arrêter l'antibiotique et vous allez continuer sur la cyclosporine, toujours à 2 fois par jour, et vous allez pouvoir réduire sur le long terme, à l'occasion de plusieurs contrôles. On peut passer à 1 fois par jour, voire 1 fois tous les 2 jours dans certains cas, et suivre et adapter en fonction du test de Schirmer. Donc ça, c'est le cas idéal, mais on sait qu'on a beaucoup de KCS rebelles. D'ailleurs, je vais vous donner des chiffres par la suite, donc des KCS qui ne guérissent pas avec le traitement que je vous ai donné, donc immunomodulateur, larmes et antibiotiques. Donc, c'est une persistance des symptômes et le Schirmer qui reste faible après 6 semaines. Vous voyez ce test de Schirmer ici qui reste à 0. Donc là, il va falloir modifier le traitement. Il va falloir rebondir. Quand est-ce qu'on a des échecs à la cyclosporine? Il faut retenir que c'est finalement les cas les plus graves. Donc, dans les cas où vous avez un Schirmer de départ qui est aux alentours de, qui est quasiment extrêmement faible, 0 ou 1 mm, donc quasiment pas de larmes, eh bien l'Optimune donnera des bons résultats dans moins de 50% des cas. Donc, en gros, un cas sur 2 pour lesquels vous n'aurez pas de résultat. Par contre, quand le Schirmer est plus élevé, au-dessus de 2, vous avez jusqu'à 80% de bons résultats avec la cyclosporine. Ça, c'est une étude ancienne qui a montré ceci et voilà, qui nous permet de montrer qu'on a des échecs avec ce traitement. Donc, vous allez modifier le traitement. Première possibilité, c'est augmenter la fréquence de la cyclosporine. Là, vous avez un cas, par exemple, où juste en passant de 2 fois par jour à 4 fois par jour, j'ai pu obtenir un résultat en 1 mois. Vous voyez, on avait une belle kératite qui persistait à 2 fois par jour et à 4 fois par jour, une nette amélioration avec augmentation du test de Schirmer. Autre possibilité, augmenter la concentration en cyclosporine. Donc, dans la pommade du commerce, bien sûr, vous ne pouvez pas. Donc, vous pouvez reconditionner un collier avec de la cyclosporine en pharmacie et passer à une concentration 10 fois supérieure. La concentration dans la pommade est de 0,2%, vous pouvez passer à du 2%. Et c'est un autre moyen d'obtenir une guérison sur ces cas qui ne guérissent pas avec ce traitement de première intention. Deuxième possibilité, le tacrolimus. Alors, le tacrolimus, c'est un autre immunomodulateur, comme la cyclosporine, qui est présent dans une pommade dermique. Et on utilise la pommade dermique qui est utilisée en santé humaine. C'est cette pommade que l'on va mettre dans l'œil. Alors, souvent, les pharmaciens ne sont pas trop pour, ils refusent un petit peu, donc il faut forcer bien qu'ils respectent votre prescription, qui est bien sûr hors AMM. Vous allez donc prescrire ce tacrolimus
comme la cyclosporine a raison de un petit grain de riz ou une petite noisette de pommade matin et soir pendant 6 semaines. Là encore 6 semaines. Donc on repart sur 6 semaines avec cette nouvelle pommade. Alors beaucoup de gens me disent pourquoi on n'utilise pas le Protopic tout de suite. Parce que il est hors AMM alors que vous avez un produit en AMM qui possède une AMM, pardon, qui est l'Optimune. Donc ça c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir il y a des précautions à prendre qui sont le port de gants, éviter chez la femme enceinte et précautions vis-à-vis des enfants. Alors, ça peut faire peur. C'est plus un principe de précaution qui vient des États-Unis, qui ont un petit peu peur des procès, etc. Il n'y a pas eu d'accident avéré, donc c'est plus un principe de précaution qui est pris vis-à-vis du tacrolimus. Là, une étude de 2005, donc plus récente, de l'équipe de Berdoulet, nous montre que lors d'échecs à la cyclosporine, 51% des cas de ces échecs vont être traités, vont répondre avec le tacrolimus. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez eu un échec après vos 6 semaines, eh bien, en mettant en place le Protopic, vous allez pouvoir en sauver 1 sur 2, donc ils vont répondre avec le tacrolimus. Donc c'est intéressant. Voici un cas justement pour illustrer ceci. Vous avez ici une cassette chez un chien avec une kératite, des ulcères, un test de Schirmer à 1. On le met sous Optimune, 6 semaines, cyclosporine. Il reste à 1, il n'a pas bougé. Donc nous sommes face à une KCS rebelle. Nous mettons en place le tacrolimus, donc Protopic. Et là, après 6 semaines, le Schirmer augmente et on passe à 7 mm de Schirmer. Donc une bonne réponse au tacrolimus alors qu'on avait un échec à la cyclosporine. Et on voit bien l'évolution hein, après 6 semaines, persistance de la kératite ici sous cyclosporine et guérison sous tacrolimus. Donc maintenant, pour les cas qui ne guérissent pas sous tacrolimus, eh bien vous continuez du traitement médical. Ça veut dire faire des traitements antibiotiques par cure, ça veut dire lubrifier le plus souvent possible l'œil, le plus de fois possible, mais c'est assez contraignant. Donc, deuxième option, l'option chirurgicale, c'est la transposition du canal de sténon. Une chirurgie qu'on pratiquait beaucoup il y a 30 ans et qui, pour moi, garde toujours un intérêt parce qu'il y a des échecs. Hein, vous l'avez vu, hein, statistiquement, vous allez avoir des échecs avec tous ces traitements médicaux. Et puis, au bout d'un moment, les personnes se lassent de mettre des gouttes 6 fois par jour. C'est contraignant. Ça peut même être onéreux à terme. Or, on a cette solution qui finalement marche bien. C'est une chirurgie qui a vraiment d'excellents résultats avec un excellent taux de réussite élevé, un taux de satisfaction des propriétaires qui est très élevé. Moi, j'ai la pratique depuis une vingtaine d'années et vraiment, j'en fais régulièrement et on a finalement sur ces cas très rebelles avec des symptômes qui persistent, des propriétaires qui en ont marre, entre guillemets, de continuer ces traitements à long terme. Pensez à cette chirurgie, elle donne de très bons résultats. Donc, elle consiste à dévier un canal salivaire. Donc, je vais vous mettre la vidéo en raccourci. Voilà, une KCS bilatérale chez un chien. Donc, on voit hein, des symptômes très importants. Aucune réponse avec le traitement médical. Vous voyez les symptômes avec ulcères, hein, des ulcères graves, une surinfection bactérienne, le Schirmer qui reste à 0 alors que ce chien avait reçu tous les traitements médicaux. Vous allez sonder le canal parotidien, donc le canal de sténon, qui se situe à ce niveau-là, à peu près 1 cm au-dessus de la carnassière, avec un nylon décimal 3. Et vous allez disséquer sous microscope une petite collerette de muqueuse tout autour de cet orifice. Donc c'est là où c'est un peu délicat. Souvent au début, il ne faut pas se planter parce que si vous coupez le canal, bah, c'est terminé. Vous avez terminé votre chirurgie, mais vous ne pourrez pas terminer, vous n'aurez pas de résultat. Voilà, dissection grâce à ce fil hein, qu'on a introduit dans le canal qui vous sert de guide. Et vous allez disséquer tout au long du canal et vous allez remonter jusqu'à la glande, jusqu'à obtenir plusieurs centimètres de dissection, comme ici, comme vous le voyez là. Donc là, bien sûr, hein, c'est intervention dans la bouche, hein, vous avez compris. Et voilà, la fin de la... Il y a un temps buccal et un temps oculaire. Voilà, vous vérifiez que votre longueur de canal disséqué
permet d'arriver dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Vous allez tunneliser sous la peau, toujours un peu impressionnant cette partie-là, et vous allez inciser le fond du cul-de-sac conjonctival inférieur de façon à transposer le canal. Voilà. Et faire ressortir l'orifice du canal dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Et vous allez suturer la petite collerette qui a été disséquée dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Vous laissez toujours le guide. Hein. On met 5-6 points d'Icril 5-0 et vous allez retirer ensuite le fil qui a servi de guide. Et voilà. Et là, vous avez l'orifice par lequel vont s'écouler les larmes. Pas d'oublier de suturer la plaie buccale. Voilà. Alors, donc d'excellents résultats. Je vous disais, voici un cas par exemple qui était à 0, aucune réponse au traitement. Et voici après le canal de Sténon, la transposition, un Schirmer à 20 mm. Donc on mesure la sécrétion salivaire dans ce cas-là. Petits inconvénients par contre, hein, il faut prévenir les propriétaires. On peut avoir des dépôts de calcaire car la composition de la salive n'est pas la même que les larmes. Donc, on peut avoir des petits dépôts calcaires sur la cornée et sur les paupières. Donc, ça, il faut prévenir les propriétaires. Et on peut aussi avoir un excès de salivation, surtout lorsque le chien mange. Et donc, on peut avoir toute la face très mouillée de l'animal. C'est un inconvénient. Mais finalement, malgré ces inconvénients, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit « je préfère revenir en arrière ». Donc là, je vous ai mis une petite conduite à tenir qui résume un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc, une insuffisance lacrymale, cyclosporine, 6 semaines. Lorsque ça répond, vous continuez avec la cyclosporine et vous diminuez. Lorsque ça répond pas, vous passez soit à de la cyclosporine plus concentrée, soit du tacrolimus. Si on a une réponse au tacrolimus, tant mieux, vous continuez. Si ça ne répond pas, soit vous restez sur du traitement médical, soit vous proposez la transposition du canal de Sténon. Pour les troubles qualitatifs que nous avons vus tout à l'heure, donc un break-up time faible, dans ce cas-là, vous pouvez employer des mucomimétiques et on emploie en médecine vétérinaire l'acide hyaluronique, donc soit le Viscal, soit le Lacryplus qui vient d'être mis sur le marché. Protection cornéenne lors de l'agophtalmie ou pour compenser des déficits aqueux, donc lors de paralysie palpébrale, lors d'ophtalmie, lors d'anesthésie générale, hein, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les carbomères, donc type Ocrigel ou l'Acriprotect. En conclusion, retenir que les tests principaux hein, effectués face à un œil sale, un œil rouge, un œil infecté, un œil douloureux, c'est le test de Schirmer que vous faites tous et aussi le break-up time, donc le temps de rupture du film lacrymal avec cette limite à 15 secondes. Retenir qu'on peut avoir des insuffisances lacrymales quantitatives, ça on les connaît bien grâce au Schirmer, mais aussi qualitatives. Avoir en tête les différentes causes de KCS, car ça peut être une cause d'échec, pas partir d'emblée sur des causes immunitaires, hein, on a vu, congénitales, liées à des médicaments par exemple. Le traitement classique que vous connaissez tous avec cyclosporine associée à un antibiotique lorsqu'il y a une infection et à des substituts de larmes pour compenser le manque de larmes. L'intérêt des différents substituts de larmes à disposition avec l'acide hyaluronique, les carbomères, on a des progrès réguliers, on a des produits qui sont réticulés, qui permettent d'avoir une meilleure rémanence. Tout le but, c'est d'avoir une forte rémanence pour éviter d'en mettre trop souvent. Et retenir que lors de KCS rebelle à tous ces traitements, vous avez le tacrolimus, donc un immunomodulateur plus puissant que la cyclosporine, qui est une bonne alternative, donc le Protopic en pommade, et une solution chirurgicale qui donne de bons résultats, qui satisfait énormément les propriétaires, c'est la transposition du canal de Sténon. Merci à tous. Il est 7h30, donc je vais pouvoir passer la parole. Merci encore au laboratoire MP Labo pour cette soirée. Et je vais passer la parole au docteur Sarah Coutier. Docteur Coutier, c'est à vous. Je vous passe la parole et à bientôt pour les questions.
Docteur Coutsi, on ne vous entend pas. Là, c'est bon? Parfait. Hop. Oui, bonjour à tous. Désolée, j'ai eu un petit bug. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à MP Labo de m'avoir invité ce soir à participer à cette réunion. Donc, c'était déjà très, très enrichissant de voir comment était pris en charge la sécheresse oculaire en médecine vétérinaire. C'était vraiment très, très intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette transposition du canal de Sténon et c'est vrai que c'est vraiment très, très intéressant. Alors moi, je vais surtout vous parler en fait du rôle des conservateurs en ophtalmologie humaine. Donc juste tout d'abord des petits rappels d'anatomie sur la cornée. Donc il y a bien 5 couches, la plus externe l'épithélium, hein, avec de nombreuses jonctions intercellulaires. La couche sous la membrane de Bowman, qui est donc acellulaire, qui est juste constituée de cellules de collagène. Le stroma, qui est donc la couche la plus épaisse, qui fait souvent 300 à 400 microns, qui est constituée de kératocites et de collagène. La membrane de Descemet, qui est aussi une fibre de collagène, qui est la membrane qui va séparer avec l'endothélium. Donc l'endothélium, la couche la plus interne, en contact avec la chambre antérieure et l'humeur aqueuse. Donc c'est vraiment cette couche qui va permettre la régulation de l'hydratation du stroma qui est sous-jacent, avec des systèmes de pompe endothéliales. Bon, ça a été dit juste avant, donc les 3 couches, la couche la plus externe, du coup la couche lipidique, qui va avoir un effet tensioactif qui va permettre de retarder l'évaporation des larmes. La couche aqueuse liquidienne juste en dessous qui va avoir un vrai rôle d'oxygénation de la cornée et de nutrition. Et la couche juste en dessous, le plus en contact avec la cornée, donc c'est la couche mucineuse, donc, qui va être sécrétée par les cellules calciformes de la conjonctive, donc du mucus, qui va permettre un rôle d'adhérence de toutes ces couches à la surface cornéenne directement. Donc, qu'est-ce qu'un conservateur? Un conservateur, c'est une substance qui doit s'opposer aux altérations physiques, donc la lumière, la température, la chaleur, et aux altérations chimiques d'un produit. Donc, le rôle des conservateurs, pourquoi on utilise un conservateur dans un flacon? Donc, c'est d'inhiber la prolifération de bactéries tout en maintenant l'efficacité du produit. Donc, c'est de limiter la contamination du produit tout en préservant le principe actif du collyre. Les principaux conservateurs, donc le plus utilisé et celui dont on va parler surtout aujourd'hui, c'est le chlorure de benzalkonium. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins utilisés, les parabènes, l'amidine, l'alcool. Alors, le chlorure de benzalkonium ou le BAC, c'est celui qui est le plus souvent. Il fait partie de la famille des ammonium quaternaires. Son mode d'action, en fait, il va rompre la couche phospholipidique des bactéries. Il est utilisé même en dehors de la médecine. Il a un pouvoir, en fait, qui va tuer les bactéries, les champignons, les virus. Il agit sur les bacilles Gram+ et sur les bacilles Gram-. Donc, vu comme ça, on se dit c'est un super antiseptique qui agit vraiment sur les bactéries, qui limite les contaminations. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, ce benzalkonium, il a une toxicité. Et il a été décrit depuis de nombreuses années dans beaucoup d'études. Le premier à l'identifier, c'était Lampe en 1988 et qu'il a décrit dans la sécheresse oculaire. Ça a été prouvé également chez les patients glaucomateux. En ophtalmologie humaine, les patients glaucomateux ont souvent des mono, puis des bi, des trithérapies, voire des quadrithérapies hypotonisantes. Et chez ces patients qui ont plusieurs collyres qui vont être conservés, on a prouvé qu'il y avait une aggravation de la sévérité du glaucome. On va voir pourquoi après. Et qu'il y a un échec de chirurgie filtrante qui est plus important si les patients ont été traités avec des traitements conservateurs. Alors, la toxicité, elle a été décrite sur plusieurs cadres qu'on va décrire en suivant, sur le film lacrymal, sur les cellules de la conjonctive et de la cornée, et aussi des réactions inflammatoires immunoallergiques. Il va y avoir 3 facteurs qui vont déterminer la toxicité de ces conservateurs. Déjà le temps. Le plus longtemps on utilise des collyres conservés, le plus on risque d'avoir une toxicité. Une relation dose-effet, mais aussi une variété entre les individus, s'il y a des pathologies oculaires sous-jacentes qui vont déjà de base
fragiliser la surface oculaire. La relation dose-effet, pour voir à quel point c'est important, dans cette étude du professeur Baudouin, qui s'intéressait beaucoup au traitement sans conservateur, il a été montré qu'une concentration de presque 1 à 2% entraînait une destruction totale du segment antérieur et une concentration à 0,004%, une simple diminution du film lacrymal. Donc on voit vraiment qu'il y a une relation dose-effet sur cette toxicité des conservateurs. Alors, en premier lieu, la toxicité conjonctivale. On a vu tout à l'heure que les cellules calciformes de la conjonctive, elles sécrétaient le mucus, la phase mucineuse. Donc, il va y avoir un effet sur le film lacrymal. Mais il va également y avoir des réactions allergiques avec des hypersensibilités immédiates de type 1 ou retardées de type 4, et aussi la sécrétion de plein de facteurs pro-inflammatoires, pro-angiogéniques, qui vont entraîner une fibrose conjonctivale et des vrais symptômes d'allergie que je vais vous montrer juste en suivant. Donc cliniquement, pour la conjonctive, comment ça se manifeste? Si on voit cette image de droite, donc pour la conjonctive, généralement on utilise le verre de lycémine et la fluorescéine pour la cornée. On voit sur cette image bien une zone d'ulcération conjonctivale ici, qui est liée à la toxicité d'un collyre conservateur. On peut également avoir un chémosis, donc un vrai œdème conjonctival, une rougeur, donc une hyperémie conjonctivale, à l'éversion des paupières et en sous-palpébrale, des grosses papilles conjonctivales, et également des vrais symptômes d'allergie avec un eczéma des paupières qu'on voit bien chez ce patient qui a des croûtes, et puis il y a vraiment également une hyperémie conjonctivale. Ça donne un aspect presque cartonné de la paupière. Pour revenir au film lacrymal, le collyre conservateur va entraîner en fait une dissolution la plus externe, donc de la couche lipidique. On a vu tout à l'heure qu'il y avait les 3 couches lipidiques, aqueuses et mucineuses. Le fait d'entraîner une rupture de la couche lipidique du film lacrymal, ça va entraîner une instabilité de tout le film lacrymal et donc une toxicité directe du conservateur qu'on voit ici sur l'épithélium cornéen. Donc cliniquement, comment ça se manifeste ? Je vous le montrerai après. On va voir une augmentation du break-up time et des signes de sécheresse oculaire. Tout ça, ça va entraîner un cercle vicieux qui est bien connu. Donc, si on a une atteinte du film lipidique, on va avoir une instabilité du film lacrymal qui va rester moins longtemps sur la surface oculaire, donc moins longtemps sur la cornée. Ça va modifier la flore bactérienne et entraîner la toxine microbienne, qui vont elles-mêmes entraîner la sécrétion de médiateurs pro-inflammatoires, une inflammation palpébrale, et donc ça donne bien un cercle vicieux. Donc on voit bien que dès qu'il y a une atteinte du film lacrymal, ça induit un cercle vicieux de la sécheresse oculaire. Donc cliniquement, on a montré la même image de ce film lacrymal qui est instable sur la surface cornéenne. Donc nous, on utilise beaucoup le break-up time avec la fluorescéine. On voit bien qu'ici, le film lacrymal n'est pas du tout homogène. Sur cette image également, c'est plus discret. Mais du coup, le film lacrymal n'est pas homogène sur toute la surface cornéenne. Et ça induit donc une évaporation des larmes plus importante et des sécheresses oculaires plus importantes également. Ce qui va se passer également, c'est que s'il y a une instabilité de ce film lacrymal, il va y avoir directement une toxicité du collyre conservé avec l'épithélium cornéen. Il ne va plus y avoir cette couche protectrice en avant. Et donc une toxicité directe sur les cellules épithéliales cornéennes, mais également sur les couches sous-jacentes, notamment le stroma cornéen, qui est la couche la plus importante, entre guillemets, de la cornée, parce que c'est également dans cette couche qu'il y a tous les nerfs cornéens. Donc là, si on voit sur cette image la toxicité épithéliale, ça donne vraiment cet aspect de kératite ponctuée superficielle en inférieur, qui est souvent réversible après l'arrêt du traitement, mais ça donne vraiment un cercle vicieux de sécheresse oculaire qu'on voit très bien sur cette image ici en coloration avec la fluorescéine. Chez les patients, pour la sécheresse oculaire, nous on utilise un score qui est le score OSDI. Donc on va demander au patient s'il décrit des symptômes, donc si c'est tout le temps, la plupart du temps, la moitié du temps, quelquefois ou jamais.
Donc les questions, c'est des questions assez simples, hein, pertinentes. Est-ce que vous voyez flou? Est-ce que vous avez une baisse de vision? Sensation de sable dans les yeux secs ou irrités? On va également demander s'ils ont eu des difficultés au cours de la semaine d'avant pour réaliser des activités de la vie quotidienne ou dans des conditions particulières, notamment quand il y a du vent, de l'air conditionné ou faible humidité. Tout ça, ça va nous permettre d'établir un score au SDI qui est classé en léger, modéré, sévère, qui est assez bien codifié et stratifié maintenant. Ce qui a été prouvé dans plusieurs études, c'est que les patients qui sont traités avec un collyre conservé, il y a 27% de ces patients qui ont un OSDI sévère, donc c'est énorme. 33% ont un OSDI léger à modéré. Ce qui a également été décrit dans de nombreuses études, c'est qu'il y a une altération de la qualité de vie chez ces patients. Et d'autant plus chez les patients glaucomateux qui sont traités par des collyres conservés, donc qui peuvent avoir, comme je vous disais tout à l'heure, des monobites, trithérapies, donc plusieurs collyres conservés, qui ont déjà une qualité de vie altérée du fait du glaucome, qui est une pathologie quand même très invalidante. Si d'autant plus l'instillation de ces collyres hypotonisants induit une sécheresse oculaire, ça rajoute une altération plus importante chez ces patients. D'où l'importance d'éviter au maximum de rajouter des facteurs aggravants, dont la sécheresse oculaire chez ces patients. D'autant plus que chez les patients glaucomateux, ce qui a été prouvé dans 2 études, c'est que le collyre conservé, le conservateur, et notamment le BAC, le chlorure de benzalconium, va agir directement sur le trabéculum. Donc, comme vous le savez, le trabéculum qui va être la structure qui va générer à 80% la résorption de l'humeur aqueuse. Chez ces patients, on va avoir une trabéculopathie, une apoptose des cellules trabéculaires, donc une moins bonne résorption de l'humeur aqueuse, et donc des collyres qui vont être moins efficaces et des glaucomes qui vont progresser malgré une tension oculaire bien contrôlée. Donc le collyre conservé va entraîner une apoptose des cellules trabéculaires, donc un trabéculum moins efficace, donc une trabéculopathie, donc des glaucomes plus sévères. Donc ça paraît quand même assez discordant de proposer chez des patients glaucomateux des collyres conservés. Il y a d'autres facteurs qui ont été prouvés mais qui sont moins connus et moins importants. C'est le risque accru de cataracte. Effectivement, il y aurait donc, toujours dans cette pro-inflammation et l'augmentation de ces médiateurs de l'inflammation, un effet dose dépendant où il y aurait un risque accru de cataracte. Bon, après, c'est toujours un petit peu biaisé de savoir, les patients glaucomateux, souvent des personnes âgées également, qui vont avoir un risque accru de cataracte. Mais bon, ça a été quand même prouvé dans les études. Ce qui a été prouvé également, c'est qu'il y a une augmentation des médiateurs de l'inflammation et notamment une rupture de la barrière hémato-aqueuse au niveau de la rétine et donc une potentialisation d'un œdème maculaire cystoïde. Donc il y a un œdème rétinien qu'on voit bien en réalisant un OCT de la rétine, notamment qui peut être fréquent chez les patients diabétiques. Donc essayer d'éviter également ces collyres conservés chez les patients diabétiques qui peuvent déjà avoir des œdèmes maculaires diabétiques, des maculopathies diabétiques. Je vous disais tout à l'heure que le collyre peut agir sur l'épithélium, mais il peut aller également dans la couche la plus profonde, donc dans le stroma, là où il y a directement les nerfs cornéens. Et ça peut induire des inflammations et des apoptoses des cellules stromales et une perte de la sensibilité cornéenne. Donc pareil, toujours dans ce cercle vicieux, des kératites neurotrophiques et donc des aggravations de ces symptômes de sécheresse oculaire. Donc les populations à risque, ça paraît assez logique, c'est les patients qui ont des traitements au long cours, donc tous les patients qui ont des sécheresses oculaires, mais également les patients glaucomateux, et également les patients qui ont des fragilités oculaires sous-jacentes, donc toutes les sécheresses oculaires, les dystrophies de cornée, les patients qui ont un film lacrymal court, des dysfonctions des glandes de mébomus, mais également les patients qui ont des terrains atopiques avec des bléphaриtes, des rosacées oculaires, donc toute sécheresse oculaire sous-jacente importante. Donc, en conclusion, sur les conséquences d'utilisation de conservateurs, donc ça va donc agir sur le film lacrymal, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur l'atteinte de la couche lipidique la plus externe, entraîner une rupture de ce film lacrymal, une augmentation de la sécheresse oculaire, une toxicité directe sur les cellules conjonctivales avec des sécrétions de médiateurs pro-inflammatoires et la création de fibrose et de symblepharon, donc vraiment de synéchie entre la conjonctive palpébrale et la conjonctive bulbaire, et un phénomène d'eczématisation vraiment des paupières.
Une toxicité épithéliale, donc avec des kératites ponctuées superficielles, mais également une toxicité trabéculaire avec des trabéculopathies qui vont aggraver des glaucomes préexistants. Comme je vous disais, il y a une vraie discordance de traiter chez les patients glaucomateux par des traitements conservateurs parce que, premièrement, ça aggrave la qualité de vie, parce que ça aggrave des sécheresses oculaires chez des patients qui ont déjà beaucoup de collyre et qui ont déjà une perte de qualité de vie. Et d'autant plus, il y a une perte de l'efficacité des traitements hypotonisants du fait de cette trabéculopathie et de cette apoptose des cellules trabéculaires dont je vous ai parlé juste avant. Donc, les alternatives à ces traitements conservateurs, et notamment le BAC, ça a été l'apparition des formes unidoses, donc dans les années 60. Comment c'est apparu en fait dans un hôpital en Angleterre, une épidémie d'endophtalmie suite à l'utilisation d'un collyre en flacon réutilisé. Et donc, ils ont décidé à ce moment-là de créer des flacons unidoses qu'on jette directement. Et là, il n'y a pas besoin en fait d'utiliser de traitement conservateur. Ça a bien sûr des inconvénients parce que beaucoup de plastique, on ouvre l'unidose et on la jette directement. Les autres systèmes, ça a été, je pense que ce sera développé un peu plus tard, ce sera les systèmes avec filtre membrane, donc ABAC. Donc il va y avoir une membrane dans le flacon qui va être hydrophile mais également hydrophobe et qui va permettre un échange optimal du liquide qui va sortir du flacon et de l'air qui va rentrer. Donc c'est vraiment une membrane qui va être située dans le flacon. J'ai l'impression que nous avons perdu la connexion avec le docteur Coutier. C'est bon? Oui, vous revoici, merci. Oui, ça. Je ne sais pas où est-ce que vous m'avez perdu, à partir de quel moment? Sur les ABAC. Voilà, exactement. Ok. Alors, donc, je reprends sur les ABAC. Donc, je disais qu'il y a une vraie membrane hydrophile et hydrophobe qui permet un échange vraiment optimal sur le collyre qui va sortir du flacon et l'air qui va rentrer. Il y a un autre système qui est le système commode où on va avoir... Oui, c'est bon, c'est là. Bon. Oui. Alors, sur le système commode, il va y avoir un petit sac en fait qui va être à l'intérieur du flacon. Et lors de l'instillation du collyre, le sac va se fermer, ce qui va faire qu'en fait, les micro-organismes et tous les germes extérieurs dans l'air ne vont pas pouvoir rentrer dans le flacon et contaminer le liquide qu'il y a dans le flacon. Donc ça, c'est un système assez courant également. Après, voilà, il y a un système d'utilisation de conservateurs alternatifs ou d'antioxydants. Alors, ce qui a été décrit sur les conservateurs, la NSM a vraiment dit qu'il fallait au maximum essayer de créer et d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à créer des traitements sans conservateur. Le DIUS, c'est le rapport international de sécheresse oculaire, a décrit en 2007 que la suppression dans le traitement de l'œil sec du conservateur, c'était la plus grande avancée dans le traitement de la sécheresse oculaire avec les lubrifiants oculaires. L'HAS a décrit que vraiment les traitements conservateurs qui sont présents avaient des effets indésirables au long cours, donc comme on a décrit tout à l'heure sur une toxicité sur la surface oculaire, mais également conjonctivale, et qu'il fallait au maximum privilégier chez les patients qui ont une sécheresse oculaire, une autre pathologie, des traitements sans conservateur. L'EGS, qui est donc l'European Glaucoma Society, a décrit en 2014 que les patients traités pour un glaucome avaient plus d'échecs de chirurgie filtrante. Donc, c'est d'autant plus important parce que ces patients, ils vont avoir des quadrithérapies et on sait qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus les traiter avec simplement des collyres et qu'il faudra passer au stade de la chirurgie filtrante. Et on sait que c'est chez ces patients qui vont avoir des conjonctives remaniées, inflammatoires, fibrotiques, et ben on a plus d'échecs de chirurgie filtrante. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, en fait, c'est vraiment des trappes qu'on crée artificielles. Il va y avoir une réaction d'autant plus importante de fibrose des trabéculectomies et des sclérectomies si les patients ont été traités auparavant par des produits conservateurs. Donc, d'où l'importance chez les patients glaucomateux de supprimer les traitements conservateurs pour
pour la qualité de vie et diminuer la sécheresse oculaire, mais aussi pour, en prévision d'une éventuelle chirurgie filtrante plus tard. Les idées reçues, c'est est-ce que le conservateur est nécessaire à l'efficacité du collyre? Non. Il faut augmenter le nombre de collyres en cas de sécheresse oculaire? Non également, parce que ça va être un effet cumulatif. On se dit, le patient a l'œil sec, des gouttes, on va rajouter encore des gouttes. Mais si on rajoute des gouttes qui ont des traitements conservateurs, ça va faire un cercle vicieux et au contraire aggraver la sécheresse oculaire. Il faut au contraire supprimer au maximum de collyres et essayer d'utiliser des traitements sans conservateur. En conclusion, il faut essayer au maximum d'utiliser des traitements sans conservateur qui ont une meilleure tolérance pour le patient, qui a une meilleure observance et une meilleure qualité de vie avec une efficacité similaire, et en particulier chez les patients glaucomateux pour préparer la surface oculaire en vue d'une éventuelle chirurgie filtrante. Donc voilà, je vous remercie et puis je laisse maintenant la parole à Bruno Jaillet. Eh bien, je vous remercie. J'espère que vous voyez mon écran. Effectivement, quand on s'intéresse à la sécurité de l'œil, on va essayer d'éviter, comme nous dit l'adage médical, de ne pas nuire en tout premier. Et vous savez que chez MP Labo, c'est un des moteurs de notre activité depuis maintenant plus de 30 ans, de trouver des solutions le plus naturelles possible et le moins dommageable possible. Alors, comme vous l'a dit le docteur Coutsi, effectivement, on a un moyen assez simple de limiter la présence des conservateurs et pour les éviter, on peut utiliser des solutions en unidose dans des pipettes stériles. La particularité de celle que nous vous proposons, c'est d'être refermable, puisque le petit bambou supérieur qui va être retiré en le tournant va permettre de refermer la dosette. Excuse-moi Bruno, j'ai pas ton écran. Je ne sais pas si je suis le seul, mais ton écran. Non, je ne le vois pas non plus. Bon, alors Bruno? Oui. Normalement, il devrait y être là. Je vois que je le partage. Oui, là c'est bon, Bon. Donc effectivement, ces petites pipettes, ces petites unidoses vont vous permettre d'éviter d'utiliser des conservateurs dans les produits à utiliser dans l'œil. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant dans l'utilisation, comme le disait Laurent tout à l'heure, pour les chirurgies ophtalmiques ou non ophtalmiques, effectivement, puisque ça va vous permettre, avec une dizaine de gouttes, de les utiliser sur plusieurs animaux consécutivement, ou au moins sur un seul, pendant un certain nombre de temps, si vous voulez avoir une chirurgie assez longue. Le deuxième système, le docteur Coutier vous en a présenté quelques-uns, et finalement, il y en a encore un petit peu plus récent qui a été proposé et qui est très utilisé maintenant, qui est ce qu'on appelle le flacon OSD pour Ophthalmic Squeeze Dispenser de la société Aptar. Et en fait, c'est un flacon avec un applicateur en double partie, puisque quand on va exercer une pression sur le flacon, eh bien, on va en fait envoyer le liquide dans une chambre particulière ici, qui va s'accumuler progressivement. C'est assez rapide, mais ça va s'accumuler dans cette partie du dispositif. Et au fur et à mesure que la pression que vous allez exercer va s'augmenter dans cette chambre-là, le ressort va se relâcher, ou plutôt se contracter. Le petit dispositif ici de pulvérisation va s'enfoncer, la goutte va sortir. Et le ressort va, en se contractant, refermer le système de sortie du liquide. Et lorsque l'utilisateur va relâcher la pression sur le flacon, eh bien en fait sur le côté de l'applicateur, on trouve un petit orifice qui va permettre la rentrée d'air. L'air va pénétrer dans une autre chambre, donc ne va jamais croiser la solution qui est dans le flacon. Et cet air va être filtré par une membrane extrêmement fine et pouvoir repénétrer et rééquilibrer la pression dans le flacon jusqu'à la prochaine utilisation. C'est ce qui nous a conduit à vous proposer en fait deux solutions. La première que je vais vous décrire tout de suite, qui s'appelle l'AcryProtect. L'AcryProtect est basée sur la technologie des carbomères. Alors, je pense que vous connaissez tous les carbomères pour les utiliser assez couramment dans votre pratique. C'est une molécule de synthèse qui a une excellente capacité de rétention d'eau, puisqu'on considère qu'elle peut se charger jusqu'à 1000 fois son poids d'eau. Et elle a une deuxième particularité, c'est une molécule qui est réofluidifiante, comme on dit.
avec la particulée d'être à la fois visqueuse et élastique. Donc, il va être beaucoup plus liquide lors du clignement de l'œil en phase sol, être plus épaisse lorsque l'œil est ouvert et être en phase gel. Ces molécules sont assez nombreuses maintenant. Nous avons utilisé donc dans l'AcryProtect une substance qui s'appelle le Carbopol 980. C'est une des molécules les plus adhésives en fait sur la partie mucinique de la surface de l'œil, donc tout de suite à la surface de la cornée, qui va permettre d'augmenter en fait la rémanence du produit à la surface de l'œil. Et par cette interaction, en fait, c'est ce qui va lui permettre de rester beaucoup plus longtemps sans s'écouler à la surface de l'œil. Si vous faites un essai sur une paroi, vous allez voir que en fait, ces substances sont particulièrement épaisses, toutes liquides qu'elles sont, parce que justement, sous cette forme gel, donc non comprimée, elles ont une excellente accroche sur la surface sur laquelle elles se trouvent. Les carbomères ont été utilisés, comme je vous le disais, depuis un bon moment en ophtalmologie. Et effectivement, quand on compare en fait, notamment le temps de rupture du film lacrymal entre des patients chez qui on a proposé d'utiliser soit des carbomères, soit de la cellulose, soit des collyres à base d'huile minérale, eh bien on se rend compte en fait qu'en un certain nombre de jours, on a une amélioration extrêmement significative de la qualité du film lacrymal et de la rémanence de celui-ci sur la cornée. Donc l'utilisation va améliorer au sens direct les symptômes qui vont être associés au syndrome de l'œil sec. Les caractéristiques du produit l'AcryProtect sont assez intéressantes à connaître. La première chose, c'est de se souvenir que c'est une solution à 0,2% de carbomère, mais surtout sans conservateur, puisqu'on a vu, grâce à la présentation du docteur Coutier, les ennuis et dommages et problématiques que pouvait soulever la présence de conservateurs utilisés au long cours. Bien évidemment, la solution est à un pH physiologique. L'osmolarité est légèrement hypotonique, ce qui va permettre de l'utiliser en toutes circonstances, notamment lorsqu'on a des déficits lacrymaux, puisqu'en fait, on a une osmolarité qui va être légèrement plus élevée que la moyenne attendue, la normale attendue, et donc de permettre de tendre à rééquilibrer la tonicité normale. Ensuite, vous avez une viscosité très élevée, ce que je vous expliquais il y a 2 minutes à peu près. Et puis, bien évidemment, des unidoses qui sont stériles avec une péremption de 36 mois et une utilisation possible 12 heures après ouverture. Quand vous pouvez recommander ce type de produit, en fait, c'est lié à sa galénique, tout simplement, notamment en usage ponctuel ou de courte durée, bien évidemment. Lorsque vous souhaitez aider la restauration de l'épaisseur du film lacrymal, vous pouvez bien évidemment l'utiliser en complément de la prise en charge du syndrome de l'œil sec. Et c'est un protecteur tout à fait intéressant, un humectant tout à fait intéressant de la surface oculaire. Son effet filmogène va vous permettre de l'utiliser bien évidemment dans une anesthésie, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais lors d'irritation temporaire, par exemple, sur un chien qui va aller dans la nature et rencontrer des vents riches en poussière ou en pollen, ou lors d'une exposition de la cornée, pour tout un tas de raisons que Laurent nous a présentées tout à l'heure. La deuxième solution que nous vous proposons s'appelle l'AcryPlus. Donc l'AcryPlus est basé sur le hyaluronate de sodium. Là aussi, c'est une molécule que vous connaissez particulièrement, qui est naturellement présente dans le vitré. D'ailleurs, c'est là qu'elle a été découverte pour la première fois dans les années 30, et qui possède elle aussi des propriétés mucomimétiques et particulièrement intéressantes pour sa viscoélasticité. Ces propriétés de lubrification et d'hydratation de la surface oculaire sont là aussi extrêmement connues. Et le hyaluronate de sodium possède aussi une très bonne capacité de réparation des cellules épithéliales cornéennes, raison pour laquelle on l'utilise dans un certain nombre de problématiques en association avec les traitements. La particularité du hyaluronate que nous vous proposons dans l'AcryPlus, c'est d'être réticulé avec de l'urée. Et en fait, alors l'urée est une substance qu'on trouve naturellement présente dans les larmes, qui possède une activité intrinsèque et particulièrement bien tolérée. C'est un humectant particulièrement connu, notamment en dermatologie. Et en fait, cette urée qui va être insérée entre les molécules d'acide hyaluronique va permettre de créer un réseau en 3 dimensions, puisque le hyaluronate de sodium est finalement une molécule relativement linéaire. Et la création de ce réseau va permettre, en augmentant sa taille, d'augmenter la rigidité du polymère,
de contribuer à limiter sa dégradation enzymatique par la hyaluronidase qui est naturellement présente dans les larmes, et en fait dans toutes les parties du corps, puisque grosso modo la quantité d'acide hyaluronique que nous avons dans le corps est renouvelée à peu près par tiers tous les jours. Et évidemment, eh bien, en agissant sur ces deux actions-là, on va contribuer à augmenter la rémanence du produit que nous allons instiller dans les yeux de nos petits compagnons. Et c'est ce qui va nous permettre d'augmenter la lubrification, l'hydratation de la surface oculaire et envisager d'avoir une action beaucoup plus longue qu'une solution d'acide hyaluronique tout à fait normale, donc non réticulée. L'intérêt de la réticulation a été montré notamment par un certain nombre d'études conduites par l'équipe de Williams à l'université de Cambridge en Angleterre. Il a publié des résultats à la fois chez le chien et à la fois chez le chat. Je vais vous détailler très succinctement les études qui ont été conduites chez le chien. Donc sur 20 chiens, il a pour la moitié utilisé de l'acide hyaluronique standard tout à fait normal, et dans l'autre moitié de l'acide hyaluronique réticulé, avec une fréquence de 3 fois par jour. Et il a mesuré un score composite en fait qui va se composer de l'évaluation de l'irritation, des rougeurs, de la quantité de larmes avant et après utilisation. Et ce score composite, en fait, plus il est élevé et moins les résultats sont bons. Et au bout d'un certain temps, en l'occurrence 21 jours, ils ont mesuré l'amélioration. Donc on voit bien que c'est tout à fait significatif quand on utilise un acide hyaluronique standard, on a une amélioration du score composite. Mais ce score composite qui était non significativement différent au début devient très significativement différent lorsqu'on a l'utilisation d'un acide hyaluronique réticulé. Les caractéristiques du produit, c'est donc un acide hyaluronique réticulé par de l'urée à 0,4%, qui est bien évidemment sans conservateur. Là aussi, nous avons une solution avec un pH physiologique, une osmolarité légèrement hypotonique, un poids moléculaire de l'acide hyaluronique qui est relativement élevé, à 1500 kDa. La viscosité est élevée, elle est évidemment moins élevée qu'avec un carbomère comme on l'a vu tout à l'heure. Le flacon est stérile et contient environ 250 gouttes, ce qui va vous permettre, chez un animal, je vais dire, pour lequel vous voudriez l'utiliser dans les 2 yeux, d'en mettre plusieurs fois par jour, puisque la conservation du produit après ouverture va être de 3 mois et la date de péremption de 36 mois après la fabrication. Quand est-ce qu'il sera utile de recommander ce produit? Eh bien, tout simplement, là aussi, c'est peut-être sa galénique qui va vous orienter vers un usage à moyen et à long terme. 250 gouttes, ça vous permet une utilisation pendant 2 ou 3 mois. Une action multiple sur le film lacrymal qui va améliorer sa qualité et sa stabilité. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser en complément de la prise en charge du syndrome de l'œil sec et particulièrement en complément des traitements que vous allez pouvoir mettre en place lorsque vous souhaiterez favoriser la régénération cellulaire. Alors, parfois, il y a des choix qui sont extrêmement complexes à faire, et notamment, il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites par la Société française d'ophtalmologie, qui, dans ses livraisons successives, et notamment dans son rapport de 2015, a précisé que finalement, l'amélioration du confort et des signes cliniques pouvait énormément varier en fonction de l'individu et du traitement. C'est-à-dire que pour certains, il est préférable et ils se sentent beaucoup plus à l'aise en utilisant une solution contenant du carbomère. D'autres se sentent beaucoup plus à l'aise en utilisant des solutions contenant des acides hyaluroniques, qu'ils soient ou non réticulés. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et il va me rester à vous proposer de laisser la parole à Charles Cassagne, qui va aborder maintenant les retours qu'il a eus sur l'utilisation de ces collyres dans sa pratique clinique. Merci beaucoup, Bruno. Alors, je vais prendre la main. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez bien mon écran? C'est bon? Parfait. Voilà, donc effectivement, on va terminer cette soirée par un petit retour sur un premier retour sur l'utilisation des collyres sans conservateur en clinique.
Donc, il s'agit d'un retour d'expérience sur les premières utilisations du Lacri+, hein, que vient de vous présenter, Bruno, qui est à base donc de hyaluronate de sodium réticulé. C'est à la fois un retour d'expérience clinique, du prescripteur, hein, et également un retour d'expérience pratique avec, les premiers retours et les premières impressions des propriétaires qui ont utilisé ce produit. Donc on a utilisé et prescrit, le l'Acri+ sur des chiens qui présentaient des signes cliniques de sécheresse oculaire, dont vous a largement, parlé Laurent tout à l'heure, des chiens qui présentaient de la chassie, de la conjonctivite, des kératites et également un inconfort oculaire. Ces chiens présentaient tous un test de Schirmer inférieur à 10 millimètres par minute. Alors, moi Laurent vous a parlé tout à l'heure d'une limite de 10, moi j'ai pour habitude de dire que la valeur usuelle chez le chien, hein, du test de Schirmer est plutôt de 15 millimètres par minute. Retenez, qu'entre 10 et 15, c'est de toute façon douteux et effectivement, lorsque vous êtes en dessous de 10 millimètres par minute, vous pouvez considérer que le chien souffre d'une sécheresse oculaire. Les chiens chez lesquels on a utilisé, l'Acri+ n'avaient pas de traitement, en cours. On a exclu notamment les KCS induites, par certains produits, prescrits par voie générale, hein, comme les sulfamides. Là aussi, Laurent vous en a parlé tout à l'heure, il s'agissait plutôt de kératoconjonctivite sèche d'origine dysimmunitaire. Il n'avait pas d'infection concomitante qui risquait d'interférer sur la sphère oculaire non plus. Donc en fait, on a utilisé des scores cliniques pour évaluer, l'efficacité du traitement. Ce score, il est, donc de 0 à 3 et il porte sur différents signes cliniques, sur la rougeur oculaire, donc l'hyperémie conjonctivale, hein, qui est, un des premiers signes de la sécheresse oculaire, sur l'écoulement oculaire qui peut être plus ou moins important. Laurent vous l'a dit tout à l'heure, là aussi, un des premiers signes de la sécheresse oculaire, c'est l'œil sale avec des sécrétions qui peuvent être, abondantes. Les signes d'irritation oculaire, de douleur, qui vont se manifester par un prurite oculaire ou par un blépharospasme qui peut être, assez intense lors de sécheresse. Là encore, Laurent vous en a parlé, la sensation de picotement, d'œil, de corps étranger dans l'œil, qui est bien décrite, chez l'homme et manifestement la même chez le chien lorsqu'on voit leur comportement avec un blépharospasme important. On a également scoré les opacités cornéennes lorsqu'il y avait une présence de néovascularisation cornéenne ou de pigmentation. Vous savez que la pigmentation, notamment dans certaines races comme le carlin, est une des complications, sévères, qui peuvent être parfois très invalidantes de la sécheresse oculaire. Donc, pour ces scores, on a utilisé, des petits tableaux pour aider. Il y a des petits tableaux pour aider à donner une note à ces scores cliniques. Donc, pour la conjonctivite, pour l'écoulement et pour l'opacité cornéenne, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Voici, quelques chiens sur, lesquels, ont été prescrits donc le Lacri+. Alors pas de surprise, hein, sur les races, concernées, hein. Ce sont des races bien connues, pour leur prédisposition, à la sécheresse oculaire, le Yorkshire Terrier notamment, le Bulldog français, le Cocker anglais. Vous voyez, vous avez, sous les photos, les tests de Schirmer à J0, hein, avec des tests qui sont notablement abaissés, à 5 millimètres par minute, ou à 7 pour le 4e cas. On va, s'intéresser un petit peu plus, particulièrement, à un de ces cas, le cas du Cocker anglais, donc qui à J0 avait un test de Schirmer à 5 millimètres par minute et un score clinique, qui était, de 4 avec, une rougeur conjonctivale, une hyperémie conjonctivale qu'on a, classée à 1 sur 3, un écoulement oculaire important. Vous pouvez observer sur la photo qu'il y a, de nombreuses sécrétions. Le propriétaire était, obligé de nettoyer les yeux, 3 à 4 fois par jour en permanence et un inconfort avec, un œil qui est, en partie, fermé. Vous pouvez observer sur la photo une légère procidence de la membrane, nictitante parce que le chien avait une douleur, une certaine douleur. Vous remarquerez que
l'opacité cornéenne est notée à 0 sur 3. On observe bien une petite tache sur la cornée, mais il s'agit en fait d'une dystrophie stromale lipidique qui n'a rien à voir avec une neovascularisation ou une pigmentation cornéenne. C'est une affection concomitante qui n'est pas invalidante. Donc chez ce chien, comme chez les trois autres que je vous ai présentés, on a prescrit du Lacriplus à raison de 1 à 2 gouttes 2 fois par jour, sans autre traitement. C'était une monothérapie avant d'utiliser donc des immunomodulateurs, et on a observé l'évolution clinique de ce chien sur 15 et 30 jours. Et l'évolution a été extrêmement satisfaisante, avec une réduction significative du score clinique. Comme vous pouvez l'observer sur la photo de droite, à J30, on a une très nette amélioration, avec une hyperémie conjonctivale qui persiste légèrement, mais un écoulement oculaire qui a totalement disparu. Vous pouvez observer que les paupières sont beaucoup plus propres qu'à J0. L'inconfort a également disparu, l'ouverture palpébrale est plus grande, la membrane nictitante est moins procidente, l'animal est beaucoup plus confortable. L'opacité cornéenne, on est resté à 0 bien entendu. Ce chien avait la particularité, même s'il n'avait plus de traitement, lorsqu'on l'a vu à J0, d'avoir des antécédents d'intolérance à certains collyres lubrifiants. Donc c'était du coup très intéressant d'utiliser le Lacriplus, qui n'a pas de conservateur, et on a observé pour ce cas une excellente tolérance du Lacriplus. On n'a bien sûr pas observé d'augmentation du test de Schirmer, et c'est normal, on utilise des lubrifiants. Là, c'était pas un traitement étiologique. On a bien sûr par la suite prescrit des immunomodulateurs dans un deuxième temps. Donc, le test de Schirmer est resté abaissé, mais on a eu une nette réduction des signes cliniques liés à la sécheresse oculaire. Donc au niveau du retour clinique, c'était extrêmement satisfaisant. Le retour d'expérience des propriétaires était lui aussi intéressant. On n'a pas noté de difficultés particulières à l'utilisation du produit. On a même eu un cas avec une propriétaire qui était déficiente visuelle, qui n'a pas eu de difficulté à utiliser le produit. Donc une bonne satisfaction des clients. La seule remarque, je dirais, c'était pas un reproche, mais remarque des clients, c'était que il fallait effectivement bien appuyer sur le flacon, plus qu'avec un collyre classique. Pourquoi? Bien sûr, c'est lié à l'utilisation de cette membrane et de ce système dont vous a parlé Bruno tout à l'heure, qui permet donc de s'affranchir des conservateurs et qui nécessite donc qu'on appuie un petit peu plus fort sur le flacon qu'un flacon classique. Ce que je préconise, et c'est ce que je fais pas seulement dans le traitement de l'œil sec, mais dans de nombreuses affections oculaires, ce que je préconise, c'est de montrer aux propriétaires à la fin de la consultation comment utiliser le flacon, et c'est vraiment extrêmement pédagogique. On ouvre le flacon avec lui, on lui montre, et il comprend tout de suite comment ça marche. Et en conclusion, je peux dire que sur les premiers patients sur lesquels ont été prescrits le Lacriplus, on a une très bonne tolérance du traitement, avec une facilité d'utilisation, une durée de conservation qui est importante, puisqu'elle est de 3 mois, donc ça c'est également intéressant. Au final, une bonne satisfaction des clients, ce qui est important pour faciliter l'observance, parce que lorsqu'on a un œil sec, on sait qu'on part sur un traitement de longue, pour ne pas dire de très longue durée, et l'observance est un facteur indispensable, vraiment très important pour la réussite du traitement. Voilà, je vous remercie, et je remercie MP Labo de m'avoir convié à ce webinaire. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Bien, je vous remercie pour vos très intéressantes présentations. C'est toujours particulièrement,
je vais dire, enrichissant d'avoir les retours et les points de vue à la fois des vétérinaires spécialistes, des utilisateurs, et puis moi je suis toujours très partisan d'avoir aussi les données qui nous viennent de la médecine humaine, puisqu'ils ont des moyens techniques bien plus avancés que les nôtres. Donc merci à tous les trois pour vos présentations. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans les questions qui ont été posées. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Je crois qu'il y a une série de questions qui va s'adresser à Laurent et peut-être à Charles aussi. C'est quelle est votre recette du colis reconditionné de cyclosporine? On a tous bien compris qu'il fallait le reconditionner, mais est-ce que vous avez une recette de fabrication tous les deux à nous fournir? Alors, personnellement, c'est vrai que je l'ai cité là, mais je l'utilise moins depuis qu'il y a le tacrolimus. Le tacrolimus, j'utilise depuis une dizaine d'années. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à passer d'office face à un échec à la cyclosporine au tacrolimus. Donc, l'expérience remonte à plus de 10 ans. Et à l'époque, je le faisais reconditionner en pharmacie, donc à 2%, et le pharmacien reconditionner sa cyclosporine comme des larmes artificielles, tout simplement. Et à l'époque, et ça je crois que c'est encore plus vieux, il y a 20-30 ans, on utilisait des huiles de ricin, ce genre de choses végétales. Peut-être plus bio, on est dans la vague du bio, ça peut revenir. Charles, ton avis? Oui, moi j'utilise. Alors, je le fais assez peu. Hein, je dois avouer le mélange extemporané. Je passe souvent directement de l'Optimune au Tacrolimus. Maintenant, après, effectivement, le mélange c'était avec de l'huile d'olive ou avec de l'huile d'olive essentiellement. Donc ça, c'est le sudiste qui parle. C'est ça. Voilà. Il y a une deuxième question qui prolonge la première, c'est à propos du tacrolimus. Apparemment, il semble assez difficile de s'en procurer. Est-ce que vous avez des facilités pour l'obtenir auprès du monde de la pharmacie? Personnellement, non, parce que là, vraiment, j'en prescris régulièrement, toutes les semaines, et il n'y a pas de difficulté pour nous à le prescrire et à l'obtenir en pharmacie. Par contre, il y a beaucoup de pharmaciens qui se refusent de le prescrire et qui refusent, en fait. Alors que c'est prescrit, c'est notre responsabilité. Donc moi, je préviens les propriétaires avant, voilà, est-ce que vous connaissez bien votre pharmacien, est-ce que... Je les préviens qu'il peut y avoir cette objection, et en général, voilà, c'est quelque chose qu'on arrive à obtenir sans problème. Ouais, j'ai la même expérience que Laurent, c'est-à-dire que c'est très pharmacien dépendant. Il y a certains pharmaciens qui font des difficultés, qui refusent de les livrer. Voilà, j'ai des pharmaciens pas trop loin qui sont beaucoup plus accommodants, et donc quand les propriétaires ont des difficultés à se le procurer, je les envoie chez les pharmaciens qui sont plus accommodants. Mais bon, j'arrive à le prescrire également. Bon, je les préviens bien entendu aussi. Hein, tu l'as dit Laurent, mais je le redis, hein, que c'est une utilisation particulière. C'est une pommade qui est dermatologique, hein, donc il est bien marqué sur la notice, surtout ne pas mettre dans l'œil. Donc je préviens surtout toujours les propriétaires. Attention, vous allez lire sur la notice qu'il ne faut pas le mettre dans l'œil, mais vous pouvez l'utiliser en utilisation oculaire. Très bien. Alors une autre question concerne le test de Schirmer. Un test de Schirmer élevé pourrait traduire une douleur de la cornée qui serait en lien avec une désorganisation du film lacrymal. Est-ce que vous pensez que c'est une vérité, ou est-ce que c'est... Alors, en fait, Laurent, tu veux peut-être répondre. Enfin, déjà, on peut dire que le test de Schirmer, il peut effectivement être notablement augmenté, mais il va être augmenté lorsqu'il y a une irritation. Alors, soit parce qu'il y a une irritation, typiquement parce qu'il y a
un ulcère, un cil anormal, un distichiasis qui va provoquer une irritation, et donc il va y avoir une augmentation de la sécrétion réflexe des larmes. Ça, c'est la première cause. Il peut être augmenté aussi parce qu'il y a un défaut d'élimination des larmes dans l'appareil lacrymal. Donc l'augmentation du test de Schirmer, effectivement, on peut l'observer, mais pas... en fait, sur la désorganisation, la précision, c'était quoi? Une douleur de la cornée? Oui, bien sûr, mais en fait, la douleur, c'est pas une douleur de la cornée, c'est une douleur qui va être consécutive à une irritation, à un ulcère. Je sais pas si tu... Je pense que la question, j'imagine, hein, la personne pose la question parce que on parle d'insuffisance lacrymale, donc de test de Schirmer faible, et on a dit que lors d'insuffisance lacrymale, il y avait une douleur, et c'est vrai qu'il y a ce réflexe à la douleur avec une hypersécrétion, c'est ce dont parlait Charles. Donc la question c'était ça, est-ce que finalement, lors d'insuffisance lacrymale, on peut avoir l'effet inverse, une hypersécrétion secondaire à la douleur? Il faut comprendre la question. Et là, la réponse est non. C'est dans des cas bien particuliers qu'il y a une hypersécrétion lors de douleur, donc comme disait Charles, lors de cils, de propion, mais pas lors d'insuffisance lacrymale ou de PCS. Donc il n'y a pas de corrélation en fait entre un test de Schirmer élevé et une désorganisation du film lacrymal, selon vous. Une autre question concerne les conservateurs. Est-ce que le citrimide ou le sorbitol sont des conservateurs? Je pense que là on peut tous intervenir pour dire que oui. Le citrimide est encore très couramment utilisé dans les produits vétérinaires. Je crois qu'il est, docteur Coutier, vous me confirmerez ou non, encore utilisé, mais de façon assez peu fréquente finalement dans les colliers à usage humain. Ah oui, non, nous, si on peut au maximum utiliser maintenant des colliers sans conservateur, on le fait. On a une idée de la proportion de produits conservés, de produits non conservés dans la pharmacopée et dans les produits il y a honnêtement, dire un pourcentage, je ne saurais pas dire exactement, mais par exemple dans le glaucome, je pense qu'il y a encore moitié des traitements qui sont encore des traitements avec conservateurs, qu'on essaye de sevrer pour les patients, quoi. Il y en a encore beaucoup. C'est des patients qui arrivent avec les yeux complètement rouges. Et ça va nettement mieux souvent quand on fait un switch de collier. Ils sont tout aussi efficaces. Mais c'est encore, voilà, il y a encore plein de labos qui sortent des nouveaux traitements sans conservateur. C'est encore assez, je dirais, voilà, pour le glaucome, encore moitié-moitié. D'accord. Et question qui s'y apparente aussi, y a-t-il des colliers antibiotiques sans BAK? Alors, honnêtement, je pense que oui, mais je dirais une bêtise en répondant à cette question. C'est vrai qu'on se penche surtout, parce que c'est des traitements qu'on utilise les antibiotiques pour les courtes durées. Donc l'effet dose cumulée est quand même beaucoup moins important. On s'intéresse surtout aux sans conservateur pour les traitements au long cours, de la sécheresse oculaire et les traitements de glaucome que les patients doivent mettre tous les jours, toute leur vie, quoi. Avec les colliers antibiotiques, ça va être des cures de 5 jours. Donc bon, on va dire s'il y a du conservateur sur 5 jours, c'est pas grave, mais il y a moins d'incidence quand même. Ce qui nous permet de rebondir sur une autre question qui concernait la présence du BAK dans les nettoyants oculaires. Effectivement, ils sont très nombreux sur le marché, à la fois dans le monde vétérinaire et en ophtalmologie humaine, à contenir des conservateurs. Mais là, les dommages et les problèmes associés sont extrêmement faibles, puisque d'abord, ils sont utilisés le plus souvent sur la zone oculaire extérieure, à mon sens. Et quand ils sont dans l'œil, ils ne vont pas être rémanents et sortir extrêmement rapidement, donc causer, je pense, extrêmement peu de dommages, puisqu'utilisés de façon ponctuelle. Une autre question concerne la KCS10 immunitaire, et on nous demande si vous pensez, Laurent et Charles, que le Lacryplus pourrait remplacer les autres produits sur le marché, dont je ne citerai pas les noms, mais que vous connaissez bien.
Eh bien, écoutez, pour répondre, puisque la question est précise avec des noms, je vais le faire avec des noms. Pour que les choses soient claires, l'équivalent du Lacriplus serait le Viscal, puisque ils contiennent tous les deux de l'acide hyaluronique, alors avec des différences de concentration et l'aspect réticulé dont on a parlé. Mais voilà, au niveau du composant, au niveau de la molécule, l'acide hyaluronique est présent dans le Viscal et dans le Lacriplus. Par contre, Ochrygel et Lubrital contiennent un carbomère. Voilà, donc ce sont deux types de produits différents. Donc il n'y a pas vraiment de remplacement. Après, oui, c'est pas un remplacement, c'est la même famille, thérapeutique. Hein, voilà. Il y a donc deux familles. C'est comme ça qu'il faut présenter. Voilà. Et acide hyaluronique. Deux sous-familles. Voilà, la grande famille des lubrifiants avec les carbomères et l'acide hyaluronique. Voilà, et merci. Et une dernière question. Que pensez-vous du conservateur Purite que l'on trouve dans le collyre Optive Fusion? Je ne sais pas qui va pouvoir répondre à cette question. Purite, c'est ce qu'on appelle un vanishing préservatif. L'Optifusion, c'est un traitement qu'on utilise, nous, dans la sécheresse oculaire en humaine. Honnêtement, je pense que ça fait partie de ces nouveaux traitements conservateurs. Je pense que c'est surtout le BAC, hein, le chlorure de benzalkonium qu'il faut vraiment proscrire. Il y a des nouveaux traitements, des nouveaux conservateurs, dire de nouvelle génération. Et pour avoir un retour plus clinique sur les patients traités par Optive, il n'y a pas d'aggravation de leur sécheresse oculaire. Hein. Donc, je pense surtout le BAC qu'il faut proscrire. Très bien. Il est apparu une autre question. J'ai vu, Bruno, dans les premières questions aussi, on ne l'a pas vu dans les favoris, là, mais il y avait une question sur l'œil sec chez le chat que je trouvais intéressante. Est-ce que la présentation clinique de l'œil sec chez le chat est identique que chez le chien? Je trouve la question très intéressante. Il faut savoir que le chat tolère, entre guillemets, beaucoup mieux la sécheresse oculaire et on est parfois surpris des résultats des tests de Schirmer qu'on effectue chez le chat. Vous avez parfois des chats en consultation qui ont un œil, un aspect quasiment normal avec un Schirmer qui peut être proche de 0. Et il semble que la sécheresse oculaire chez le chat soit beaucoup mieux, s'exprime avec beaucoup moins de signes cliniques. Elle n'est pas c'est pas pour autant qu'elle n'est pas néfaste. Hein. Et d'où l'importance de faire, parce qu'on ne le fait pas assez, de faire des tests de Schirmer chez le chat. Il ne faut pas oublier de le faire. C'est vrai, très bien toléré, les insuffisances lacrymales chez le chat, très fréquentes, et au point qu'on ne parle pas de KCS chez le chat, on n'en parle que chez le chien. On parle d'insuffisance lacrymale chez le chat, pas de KCS, parce que c'est vrai qu'on a très peu souvent de kératite secondaire à la sécheresse. Et ces sécheresses sont souvent secondaires à la présence du virus herpès, qui est souvent la glande lacrymale qui est attaquée par l'herpès et qui provoque une insuffisance lacrymale secondaire. C'est souvent ce mécanisme. Merci. Je vous propose une dernière question qui va peut-être s'adresser à la médecine humaine. Un échec de traitement en première intention sur un ulcère cornéen pourrait-il être tout simplement lié à la présence de conservateurs dans les collyres qu'on utiliserait? Je pense honnêtement qu'il faut répondre non à cette question. Un échec de traitement d'ulcère cornéen en humaine, ça peut être lié à beaucoup de choses, des berges enroulées au bord de l'ulcère qu'il faut débrider, l'utilisation d'un antiseptique à dose trop forte pour éviter que ça surinfecte, qui va là peut retarder la cicatrisation. Mais par exemple, une larme artificielle avec un conservateur qui retarde la cicatrisation d'un ulcère cornéen, j'irai pas jusque-là quand même. Parce qu'un ulcère cornéen, c'est quand même censé cicatriser vite. Mais dans la sécheresse oculaire sur une kératite, donc qui est superficielle au long cours, là oui. Mais sur la cicatrisation d'un ulcère cornéen, je pense pas qu'il faille non plus incriminer dire qu'en premier lieu, c'est le traitement conservateur.
c'est pas, il n'y a pas que ça. Il y a forcément d'autres causes liées, les berges enroulées, palpébrale, un ectropion, une kératite neurotrophique. C'est sûr que voilà, ce ne sera pas la seule cause si c'est le cas. Bon, et en médecine vétérinaire là, je pense que Charles en conviendra. Je pense qu'on peut répondre la même chose pour les animaux. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup d'autres causes à déjà éliminer avant d'incriminer la présence du conservateur. Et pourquoi pas, je crois qu'il n'y a pas eu d'études là-dessus, en tout cas en médecine, en médecine vétérinaire. Voilà. Mais d'abord, éliminer toutes les autres causes. Charles ? Oui, c'est ça, la conclusion, c'est surtout bien chercher la cause de l'ulcère avant tout. Ouais. Très bien, je pense qu'il est l'heure de clôturer ce webinaire. Encore une fois, au nom d'MP Labo, je vous remercie tous les trois pour la qualité et la richesse de vos interventions qui, je pense, vont apporter beaucoup d'informations à tout le monde. Je remercie tout particulièrement donc le docteur Coussier qui a bien voulu nous faire part de ces lumières et d'apporter la richesse de la médecine humaine à notre débat. Je vous rappelle à tous et toutes que vous pourrez retrouver l'ensemble de ce webinaire sur la plateforme Wikeo qui a bien voulu nous héberger pour ce soir, de la même façon que vous pourrez retrouver l'ensemble des présentations sous forme récupérable. Je vous souhaite donc maintenant à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci beaucoup.